Donc il est appréhendé par la justice. Le monsieur, je ne sais pas sous quel ordre. La mesure de clémence. Pensez-vous que le discours de mandataire n'aura pas sa puissance aux yeux de cette population-là? Le discours de mandataire aura toujours cette puissance, étant donné qu'il y a de l'injustice. Et lorsqu'on quitte l'aspect appauvrissement, dans les institutions publiques basées dans sa province, il n'y a pas de représentativité des autochtones. Cette situation est grave. Nous sommes en République démocratique du Congo. Mopembo ezali ndeli wateo nakei kasi lobi nakozonga mayama Mopembo ezali ndeli wateo totika bamboka mosika tokende koluka bomoima tokoma mitelengano na mboka mopaya nani ya sunga yo pasi na pasi ye nakei kasi lobi nakozonga atandele o Mopembo ezali Bonjour à tous, bonjour chers internautes partout dans le monde. Nous revoici encore dans cette modeste émission Diaspora Politique, encore une fois de plus, merci pour votre confiance. Nous revoici encore avec Maître Bendera, qui est juriste internationaliste, superviseur du PNDDC Diaspora, ainsi que M. Héritier Nzumambo, chercheur en géopolitique, juriste international, ainsi que M. Prosper Boko-Kondé, qui est juriste, chercheur en droit. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Voilà, nous sommes tous du domaine juridique, comme vous l'avez entendu. Et aujourd'hui, nous allons employer un sujet donc, qui demande beaucoup de rafraîchissement et des éclaircissements au sein de la population congolaise. Il s'agit bien de l'accord FCC et CACH. Est-il vraiment constitutionnel? Peut-on vraiment accepter cet accord? Donc, les réponses vous seront divulguées à l'instant. Nous commençons par M. Prosper Boko-Kondé. M. Prosper, encore une fois, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez nous parler au sujet de l'accord FCC et CACH? Oui, merci, monsieur le journaliste. En fait, l'accord FCC-CACH, qui est une coalition aujourd'hui, pour moi, je dirais qu'il n'est pas constitutionnel. Le fait que c'était un accord entre partis qui, pour l'alternance du bon fonctionnement et de leur accord cadre par rapport aux deux partis d'abord qui se sont alliés à la FCC, notamment l'IDPS et l'UNC. Enfin, ils ont créé une coalition CACH pour s'allier avec comment je peux dire, avec le FCC qui était présidentiellement une partie de l'autorité morale de M. Kabila. En fait, pour moi, je dirais que cet accord n'est pas constitutionnel. Parce que qui dit la Constitution ne reconnaît pas la coalition FCC-CACH. Mais la Constitution donne le pouvoir à l'entendement de partis pour s'unir et trouver un arrangement, ce qu'on appelle des arrangements politiques. Merci. Merci beaucoup. Vous avez entendu M. Prosper Boko-Kondé par rapport à son avis. Nous allons vite demander à M. Héritier Nzumambo par rapport à la réaction de M. Prosper.
Merci d'abord pour l'invitation pour participer à cette grande émission. Tout d'abord, premièrement, je respecte les opinions de toute personne au nom de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui reconnaît la liberté de penser et de s'exprimer. On peut avoir des divergences d'opinions, mais toutefois, il faut respecter les opinions de l'autre. C'est ce qu'on appelle le respect de l'autre. S'agissant de la question de oui ou non, si l'accord FCC-CACH est constitutionnel ou pas, étant que je suis juriste de formation, je pense bien et bien que cet accord est dans l'esprit de la Constitution. J'aimerais essayer un peu d'illustrer, motiver mon point de vue. En fait, dans la Constitution congolaise, il est dit que le Premier ministre, tout comme le gouvernement, est issu de la majorité parlementaire. Qu'est-ce que c'est que la majorité parlementaire? La majorité parlementaire, c'est lorsque un parti politique ou une plateforme politique a plus de la majorité dans le Parlement, dans les deux chambres du Parlement, c'est-à-dire le nombre important, la majorité écrasante du Parlement, dans les deux chambres du Parlement. Et donc, c'est dans ce Parlement que émane le gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre sort de la majorité parlementaire. Nous avons connu des élections. Le président de la République qui est issu de l'UDPS s'est coalisé avec l'INC, le parti cher à notre compatriote Vital Kamerhe. Ils ont formé CACH, qui est une plateforme politique. Cependant, ils n'ont pas la majorité. Cette plateforme qui est le CACH n'a pas la majorité parlementaire. Donc le président de la République s'est retrouvé dans une situation où il n'a pas la majorité parlementaire. Pour le bon fonctionnement des institutions, pour l'entente entre les institutions, l'institution, parce que dans la constitution congolaise, dans la constitution de la République démocratique du Congo, nous avons les principales institutions, nous avons le président de la République, le Parlement, le gouvernement. Vous voyez? Pour qu'il y ait cette harmonie entre les institutions, la coalition est une nécessité constitutionnelle. Donc c'est des technicités. Là, je pense à notre professeur qui est aujourd'hui l'un des plus grands constitutionnalistes de la République tunisienne, qui est Madame Mouna Kraïm, qui nous a enseigné cela. Et j'ai donc aussi participé à des grands forums internationaux qui ont expliqué comment est-ce que nous pouvons arriver dans certaines situations qui appellent à des technicités constitutionnelles. Donc parlant de la coalition, donc sans avoir de parti pris, je ne suis ni de l'IDPS, ni de la MOUCA, ni de FCC, je suis un activiste politique. Donc je pense que cette coalition n'est pas une mauvaise chose, étant donné que c'est dans l'esprit de la Constitution. Donc c'est même consacré, l'esprit de la coalition même est consacré au sein de la Constitution congolaise. Donc je peux encore développer certaines illustrations. Donc cela maintenant revient à se poser une deuxième question qui est très fondamentale à mon avis, qui est la question de savoir l'intention de certaines personnalités. Là maintenant, il faut être de bonne foi dans cette coalition. Il y a d'autres personnes qui peuvent avoir peut-être de mauvaise foi. Là, je ne peux pas juger l'intérieur d'une personne. Donc, sur le plan du droit, moi étant juriste, je ne peux que dire le droit. Sur le plan du droit, cette coalition est bel et bien constitutionnelle à mon avis. Voilà, et qu'est-ce que cet accord peut garantir à la population, puisque vous avez parlé de l'intérêt? D'après vous avez parlé de l'intérêt pour le bon fonctionnement. Et qu'est-ce que cet accord garantit à la population? Parce que nous avons vu même par rapport à la vie sociale, la situation fait qu'elle s'empirer. Vous me parlez des faits. Là, vous énumérez un fait sur le plan de la gestion du pays, comment est-ce que le pays est conduit. Mais moi, je vous ai parlé d'un point de vue qui est très clair. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Pour appuyer encore une fois mon point de vue, je vous donne un exemple.
imaginez-vous que le président de la République se retrouve dans une situation où il fait passer certaines lois, où il a sa vision. Le président de la République est élu par rapport à sa vision. On vote le président par rapport à sa vision politique, non pas par rapport à sa personne physique, mais par rapport à sa vision politique. Comment ce président va appliquer sa vision politique à travers le Parlement? C'est-à-dire, s'il n'a pas de majorité parlementaire, comment se feront passer ces lois? Ces lois seront bloquées. Certaines sa vision ne sera pas appliquée sur le plan technique, voyez-vous, parce qu'il n'a pas la majorité parlementaire. Il peut dire quelque chose, le Parlement bloque. Parce que nous allons assister à une confrontation institutionnelle. C'est-à-dire que le président, c'est-à-dire l'institution du président de la République, je parle du président de la République étant qu'institution. Nous allons nous retrouver dans une situation où le président de la République fait passer quelque chose et le Parlement est contre. Il y aura une sorte de confrontation qui n'est pas voulue dans l'esprit du législateur congolais qui a pensé la coalition en cas de ce genre de situation. C'est-à-dire le président, il est impératif, voire même dans ce genre de situation, que le président puisse travailler main dans la main avec la majorité parlementaire pour le bon fonctionnement des institutions, même si actuellement on peut reprocher la mégestion. Moi par exemple, je dirais à mon avis que le président doit être un peu dur envers le contrôle, parce qu'il s'agit d'une coalition. Là je parle des côtés des caches, ils doivent être un peu plus durs et plus vigilants, s'il faut le dire, en termes de contrôle, puisqu'il s'agit de deux partis, de deux plateformes politiques, peut-être n'ayant pas la même vision sur certaines bases. Voyez-vous, puisque FCC a dirigé le pays pendant près de 18 ans, voyez-vous, et actuellement il y a l'alternance, il y a un nouveau président de la République, son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, voyez-vous. Donc, il doit être vigilant parce qu'on ne connaît pas. Et du côté de FCC, c'est vrai que vous avez travaillé pour le pays. C'est vrai que vous étiez là pour 18 ans. Mais tout intellectuel doté de savoir et d'honnêteté intellectuelle connaît très bien que le 18 ans, le peuple congolais n'a pas été d'accord. Ça c'est connu. Ce n'est pas un sujet, ce n'est pas un secret de polichinelle. C'est quelque chose que tout Congolais connaît. La majorité en tout cas, puisqu'il y a aussi des points de vue, les 18 ans ont été catastrophiques à mon avis, mais vous pouvez donner la chance à ces derniers qui a une vision pour le pays, qui veut, à partir du moment, je ne juge pas sa foi parce que je ne connais pas ce qu'il pense, mais je pense qu'il a de bonnes idées pour le pays. Vous êtes là, même s'il y a des antagonismes politiques qui étaient avant, mais actuellement il s'agit du pouvoir, il s'agit du bien-être du peuple congolais. Il faut se mettre au travail, éviter des clivages politiques. Moi je n'aime pas m'afficher dans un parti politique, parce que j'ai mon idéal à moi. Je n'aime pas la hiérarchie, je ne suis pas anarchiste, mais je n'aime pas la hiérarchie au sens où on peut transformer un parti pour des intérêts personnels en fait. Voilà pourquoi moi je soutiens des gens qui, peu importe le parti politique auquel on appartient, mais on est là pour le peuple. On doit servir le peuple congolais, parce que le peuple congolais a beaucoup souffert. Si vous lisez le préambule de la Constitution de la République démocratique du Congo, vous allez remarquer qu'il est signalé que depuis 1960, le peuple congolais a beaucoup souffert. Il y a eu des guerres, des conflits ethniques, il y a eu beaucoup de choses. L'histoire de la République démocratique du Congo a connu beaucoup de moments difficiles. Là, en ce moment, le peuple congolais en a marre. Le peuple veut le développement, le peuple veut... À ce niveau, il faut avoir la bonne foi pour accompagner les idées. Il ne faut pas être là pour montrer à l'opinion tant nationale qu'internationale que ces gens qui ont eu le pouvoir, voilà, vous avez voté pour quelqu'un qui ne sait pas, qui ne peut rien faire, étant donné que vous êtes dans l'appareil de l'État. Lorsqu'on est dans l'appareil de l'État, on oublie les clivages politiques.
Parce qu'il s'agit de l'intérêt du souverain premier qui est le peuple. Donc ça, c'est mon point de vue par rapport à ce qui concerne l'honnêteté, le bon fonctionnement et la façon de conduire les institutions de l'État. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Djoumou. Monsieur Junior, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à... Bon, merci, compatriote Vini. Je vais faire un effort d'être pragmatique, puisqu'il y a un adage qui dit « les juristes ne sèchent point », mais je vais m'efforcer à sécher quand même. Je remercie d'abord One-Net TV, la diaspora politique, puisque aussi nous sommes en contact avec la République démocratique du Congo, qui est notre très cher et beau pays. Ils sont au courant de ces émissions. Ce sont des émissions purement constructives. Il y a eu des fleurs qui ont été jetées au niveau de la capitale de Kinshasa par les grandes autorités et ils nous ont demandé la persévérance, puisque même de loin, nous intervenons pour les idées de notre pays. Et je crois que je remercie les deux intervenants qui ont donné leur point de vue. Et je pense que les points de vue qu'ils nous ont donnés, ils ne sont pas hors de ma logique. Nous sommes dedans, mais je voulais seulement apporter mon point de vue et apporter une certaine lucidité juridique. Je suis maître Bendera Junior, superviseur du PLDDC, Diaspora, c'est-à-dire du patrimoine libéral démocratique pour le développement du Congo. Sans cacher, c'est une mosaïque du FCC, du PPRD, du coup sur tout ce que vous voulez dire. Nous, c'est la transparence et l'identité politique, nous ne la refusons pas. Alors, concernant d'abord cette notion de la constitutionnalité des accords entre CACH et FCC, je crois que ma réponse sera purement sur le plan de la fiction du droit. La fiction du droit veut dire tout simplement que c'est non et oui, pour être un peu clair. Alors, nous avons d'abord cette notion de la Constitution. Nous voulons dire tout simplement la Constitution, c'est une notion qui a une définition étymologique, qui veut dire tout simplement l'étude ou l'arsenal juridique qui régit les institutions. La répartition des compétences territoriales, la répartition des compétences institutionnelles et aussi les systèmes politiques, la forme de l'État. Et surtout, en droit fondamental allemand, j'ai une expérience sur ça, toujours à l'Université internationale de Tunis, concernant les droits fondamentaux des citoyens. Le respect de la dignité humaine, le respect des droits d'opinion, le respect des droits d'asile, le respect des droits de pensée, le respect des droits des associations, toutes ces catégories. Alors nous revenons, cette constitution est étudiée dans le cours d'une branche de summa divisio, c'est-à-dire le droit public et privé. Mais nous sommes dans la branche du droit public, qui veut dire c'est le droit constitutionnel. Et quand vous étudiez le droit constitutionnel, d'office, nous voyons, hermétiquement, il s'agit de la Bible politique de l'État. Quand nous disons la Bible politique de l'État, c'est-à-dire tout simplement, on essaye de limiter les excès de pouvoir. On essaye de créer la répartition des institutions. Comment est-ce que les institutions peuvent fonctionner? Puisque dans les pays, nous avons les institutions de la présidence de la République jusqu'au niveau de la municipalité. Donc nous avons le président de la République jusqu'au niveau du bourgmestre. Nous pouvons même aller jusqu'au chef de rue. Donc c'est la Constitution qui traite de cela pour éviter tout simplement qu'il y ait des conflits de compétences. Voilà un peu l'idée pragmatique que je peux apporter. À l'occurrence, c'est un sujet important. Quand nous parlons de la Constitution, nous voyons d'office qu'il y a ce qu'on veut créer dans l'esprit des législateurs. Quand je dis législateurs, c'est-à-dire les parlementaires qui ont voté la Constitution. Et c'est chercher beaucoup plus limiter les compétences, les prérogatives. Vous savez, récemment, il y a eu un sujet qui a créé des problèmes sur l'ordonnance loi du chef de l'État concernant l'état d'urgence du Covid-19. Il y a eu des débats entre l'article 119, 144, 85. J'ai donné dans le Facebook, mais je vais rester dans le sujet d'aujourd'hui. Alors, pour dire d'abord, je vais créer un dualisme. S'il faut parler du CACH et le FCC, si c'est constitutionnel, oui ou non, je dirais je n'entrerai pas dans la même logique, je dirais c'est une fiction du droit. C'est-à-dire, je dirais d'abord d'une manière explicite. Non. Pourquoi? Puisque quand on élabore des constitutions, on répartit d'abord les instances, les institutions politiques de l'État. Là, je rejoins le premier intervenant, dans le sens qu'on parle comment est-ce que le président de la République va fonctionner. Nous sommes dans un régime présidentiel ou semi-présidentiel, nous sommes dans le présidentialisme, nous sommes dans quel système politique, dans quel régime politique. Là, la Constitution ne traite que de ça. Et deuxièmement, nous savons aussi qu'il y a aussi le pouvoir judiciaire qui n'est pas en conformité avec le sujet en question. Et nous avons la Cour constitutionnelle, nous avons le gouvernorat, nous avons l'Assemblée nationale qui est composée comme le Parlement, les Sénats, Chambre haute et la Chambre des députés qui est la Chambre basse. Alors, dans l'esprit des législateurs, il n'a pas encore parlé de la coalition ni la cohabitation. Dorénavant, d'une manière explicite. Traditionnellement parlant, nous dirons
la coalition n'a rien à voir avec la définition au vrai sens strict du droit constitutionnel. Là, on parle de la répartition des compétences des institutions. Mais quand nous arriverons sur le terrain, vous allez comprendre que l'esprit du législateur va rencontrer la constitutionnalité de ces accords. C'est-à-dire, qui vont composer ces institutions? Ce sont des personnes. Et ces personnes-là animent quoi? Ils animent des partis politiques. D'autres peuvent être des candidats indépendants, comme on l'a dit. D'autres peuvent se former dans des partis politiques. D'autres peuvent être dans la société civile pour aller aux échéances électorales, c'est-à-dire la voie des urnes. Et dans la voie des urnes-là, il se passe ce qu'on appelle les techniques pour accéder au pouvoir. Voilà la première technique que nous savons. Il y a eu à Genève une coalition qui n'était pas encore la MOCA, c'était les gens de Genève, je ne sais pas si vous pouvez vous rappeler. Ils étaient ensemble, ils ont créé des accords. Des accords qui n'ont rien à voir avec l'esprit de la Constitution d'une manière traditionnelle. C'est pour cela que je le répète encore pour tout juriste qui m'écoute, que sur le plan explicite, traditionnel, il n'y a pas dans la Constitution où on parle des accords. On parle des répartitions des institutions de l'État. La Constitution, c'est limite là. Mais, puisque le droit n'est pas statique, le droit est dynamique. J'ai dit maintenant, qui vont constituer ces institutions? C'est le futur président de la République. C'est le futur Premier ministre, les ministres, le président de la Chambre haute, donc c'est-à-dire les composants du Parlement, que ce soit national, que ce soit provincial, les gouverneurs. Et jusqu'à la circonscription, ces élections ne sont pas encore organisées, jusqu'au municipal. Voilà la première logique de cette optique dont nous discutons aujourd'hui. Nous partageons, bien sûr, on s'est complet. Ça, c'est mon point de vue et je pense que je ne suis pas, je touche du bois avec cette réflexion. Deuxièmement, ceux qui vont constituer ces institutions, ce sont les candidats, les postulants. Et ces postulants sont indépendants, ils sont dans les partis politiques, ils sont dans la société civile et ils créent ce qu'on appelle des accords politiques pour essayer de renforcer, mais malgré les accords politiques, mais tout dépend toujours de la volonté du peuple à la voix des urnes. Si la chance vous sourit, nous avons vu la composition du FCC avec M. Joseph Kabila Kabaré, que je salue, que j'aime toujours saluer, et cette composition, c'est plusieurs partis politiques, plusieurs forces qui ont convaincu leurs futurs électeurs que vous allez accompagner notre candidat. Et nous savons dans l'histoire de notre pays, c'était Emmanuel Ramazani Shadari. Vous prenez dans l'autre camp, quand il y a une dislocation entre les gens qui sont partis faire le colloque à l'étranger, entre les Cash et le nouveau Lamouka. Ils étaient ensemble, les autres ont, je peux dire, violé les pactes, c'est Rwanda sourd, ils n'ont pas respecté les accords de leurs amis, avec leurs arguments appropriés, ils ont créé ce que nous nommons Cash. Et quand ils ont créé Cash, il y a un entendement. M. Vital Kamere, qui aujourd'hui, qui sera bientôt intervenu en audience par rapport à la matière judiciaire, mais je dirais, ils ont créé à Nairobi Cash. Et qu'est-ce qui s'est passé? M. Vital Kamere a demandé à tous ses électeurs, dans tous les secteurs politiques où se trouve implanté ce parti politique du INC, et que nous allons présenter un président candidat de la République. Cela dépend de la voix des urnes. Si le peuple votait la MOUCA, on pourrait se trouver tout simplement ceux qui vont gagner les institutions sur la MOUCA. Si le peuple avait accepté FCC, on se retrouverait dans la FCC. Si c'était Cash, on se retrouverait avec le Cash. Mais c'est inadmissible et c'est de l'utopie en politique actuellement que vous puissiez voir seulement une seule tendance, gagner toutes les institutions de la République. Là, c'est tout simplement, nous rentrons dans la monarchie, dans la tricherie, tout ça. Bien sûr, on prend un peu moins la CENI. Pour être encore pragmatique, je m'efforce, c'est-à-dire ces institutions sont composées par les plateformes politiques qui vont gagner dans le futur les élections. Voilà la logique à laquelle nous évoluons, chers compatriotes. Alors, quand M. Kamere a demandé à ses électeurs de voter M. Chilombo, le magistrat supérieur actuel, comme candidat président de la République, là, ils ont constitué ce qu'on appelle le cash. Et la victoire a souri dans leur camp. Les accords peuvent se faire avant les élections, pendant les élections, après les élections. Mais il est déconseillé, c'est comme nous parlons du contrôle de la constitutionnalité des lois, ça peut se faire ante, litis, post. Mais souvent, dans une société démocratique, on accepte beaucoup plus le contrôle de la constitution des lois avant qu'on ne puisse établir les lois. Alors, en réalité, ce qui peut me pousser à être encore plus rapide, c'est les règles. Alors, quand ils ont constitué cela et que la victoire est entrée dans le cas des KFCC, ils ont créé ce qu'on appelle la coalition. Et dans cette coalition, ça rencontre l'esprit des législateurs. C'est que cela, après cette fiction juridique, ça amène maintenant l'esprit du législateur à accepter cette coalition. C'est-à-dire, elle devient maintenant constitutionnelle dans le sens qu'il faut se répartir les postes. Puisque le Parlement bicaméral a gagné
dans le camp d'IFCC. Et la présidence s'est retrouvée dans le camp de cash. Et d'autres institutions, surtout la plus forte chose qui devait quand même sauver la sagesse du président de la République Chilombo, et que les députés provinciaux sont tombés entre les mains de la plateforme cash, FCC plutôt. Et les députés provinciaux ont la force d'élire les sénateurs. Et les députés provinciaux ont élu la chambre aussi de gouverneurs. Donc, l'optique chambre, c'est-à-dire la force pour l'élection des gouverneurs. Alors, tout est tombé entre les mains du FCC. Alors là, le président de la République était dans l'obligation de créer ou bien de s'entendre avec les FCC pour essayer comment est-ce qu'on peut diriger notre pays. Puisque même dans la majorité parlementaire d'office, le gouvernement tombe encore sous le coup de l'apanage du FCC. Alors, à ce moment-là, quand le législateur, dans son esprit, accepte la répartition des compétences aux États-Unis, quand même un républicain gagne, vous verrez le premier vice-président est républicain. Donc c'est pour dire explicitement, il n'y a pas une définition des accords dans la Constitution de la République du Congo, mais implicitement, ça rencontre l'esprit du législateur. Ça veut dire que sur le plan de droit, jurisprudentiellement, les accords CACH et FCC sont constitutionnellement acceptables, donc c'est reconnu par la Constitution, pour éviter des conflits institutionnels. Bien sûr, ça peut persister, mais si ça venait, je pense qu'ils rentreront dans l'authenticité de la Constitution ordinaire, comment est-ce que c'est réparti des institutions. Merci, M. Bill. Merci beaucoup. Vous avez quelque chose à ajouter par rapport à l'intervention de M. Gilles Monera? Oui, merci. Tout est clair. Tout est clair. C'est noir sur blanc. La Constitution de 2006, modifiée en 2011, la révision de certains articles en 2011, tout est clair, noir sur blanc. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est confrontée à une échéance de vérité. Nous le connaissons tous depuis 2006 jusqu'à ce jour ici. C'est que le Congo devait aller en avant. Aujourd'hui, tout le monde remercie le président Joseph Kabila pour l'alternance politique du premier et du jamais vu depuis 1960 jusqu'à ce jour ici. La passation pacifique du pouvoir, en toute tranquillité, sans guerre, sans coup de balle. Maintenant, la question que nous devons nous poser, c'est aujourd'hui, les Congolais a-t-on souhaité le départ du président, 18 ans au pouvoir, du président Joseph Kabila. Et aujourd'hui, il y a un nouveau vent qui vient. Et qu'est-ce que ces nouveaux vents vont nous apporter? C'est ça. Aujourd'hui, nous saluons tout, dans des panneaux, tout, le père de l'alternance politique. Parce que nos enfants qui viennent, peut-être s'ils ont la chance, ils trouveront le président à vie. C'est du premier, parce que je suis là, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un président, un ex-président de mon pays. Mais aujourd'hui, je suis fier de rencontrer un monsieur qui a dirigé l'institution de la République qu'on appelle président de la République. Parce que le président de la République n'est pas Félix Tshisekedi, c'est une institution. Parmi les trois institutions du pays, on a le président de la République, on a le Parlement et on a le cours des tribunaux. Alors, aujourd'hui, nous sommes fiers de voir un individu, c'est pas on dit invité, donc de diriger une instance ou une institution, aujourd'hui qu'on appelle président de la République. Alors, à chaque chose, quand il y a un nouveau vent qui s'annonce, il y a toujours des changements. Aujourd'hui, ce que nous déplorons par rapport à ce sujet, est-il constitutionnel la coalition CACH FCC? Oui, comme M. Bender l'a dit, c'est pour l'alternance de diriger le pouvoir. Ils se sont mis d'accord de travailler ensemble. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes président, mais vous n'avez pas la majorité absolue dans le Parlement. C'est ce qui fait de vous pas la force. Parce que le Parlement est ce qu'on appelle le législateur. Il vote de loi. Vous voyez, si vous êtes un président aujourd'hui et que vous n'avez pas la majorité absolue dans le Parlement, vous pouvez faire recours de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, la question que nous devons nous poser, est-ce qu'aujourd'hui, Félix, président de la République, aujourd'hui, Félix, à la tête de la magistrature suprême, sera en mesure de redonner le souffle
ou bien le sourire à ce peuple congolais qui attend de lui quelque chose de bon. Donc je m'arrête là, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Monsieur Thier, vous avez dit quelque chose pendant votre prise de parole. Oui. Vous avez dit quelque chose dont vous avez dit la RDC a souffert pendant 18 ans du règne de M. Kabila. Qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? Mais moi, en fait, j'aime être franc, j'ai la franchise politique. S'il faut, je peux articuler ces points de vue-là sur le plan juridique, mais également sur le plan sociologique. Sur le plan juridique, parce que c'est simple à comprendre, le peuple a disqualifié ces régimes. Il n'a pas voté pour ces régimes. C'est clair que le peuple n'a pas voulu. C'est clair, il n'y a pas de débat. Et sur le plan sociologique, il y a une paupérisation de la classe moyenne qui, d'autres même pensent que ça n'existe pas au Congo. La population ne fait que connaître des situations difficiles. Non seulement sur le plan de l'appauvrissement viscéral, mais également sur le plan sécuritaire. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans ce plateau en train de parler de la politique, discuter de la Constitution. C'est un sujet passionnant. Nous sommes des gens qui avons eu la chance d'aller à l'école, à l'université. Je suis aujourd'hui juriste, mais vous savez, il y a des sujets aussi importants, tels que la sécurité, la guerre de l'Est du Congo et la crise ayant causé plus de morts depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y a plus de 10 millions de Congolais qui sont morts. Vous savez, le gouvernement, disons le régime du FCC à l'époque de monsieur, son Excellence Joseph Kabila, le sénateur Kabila. Joseph Kabila a dirigé, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été à mesure de donner de mettre la sécurité, de remettre la sécurité à l'est du Congo. Vous savez, il y a toujours des guerres qui persistent. Le peuple en a ras-le-bol. Vous comprenez un peu ce que je veux dire, c'est par là que je dis que le peuple a sanctionné ces régimes. Donc il ne faut pas marcher de fou. Mais il y a quand même des choses à féliciter également pour ces régimes. Il y a quand même des choses. Tout n'est pas si sombre que ça. Il y a aussi des bonnes choses, telles que par exemple, je dirais, on a adopté la Constitution pendant l'époque de Joseph Kabila en 2006, la Constitution de 2006. Et c'est Joseph Kabila qui a réuni les belligérants, c'est-à-dire nous avons assisté à un régime pour la première fois dans l'histoire du monde qu'un chef de l'État puisse avoir 4 vice-présidents. Et après, il y avait des processus de démocratisation du pays, vous savez, là c'est des points positifs. Et en plus de ça, il y a aussi l'alternance qui est un cadeau très cher, un cadeau vraiment encourageant de la part de Joseph Kabila, qui est un grand ministre à mon avis. Je ne parle pas de Joseph Kabila étant qu'individu, je parle de ces systèmes en fait. C'est-à-dire que les gens ayant travaillé dans ce gouvernement, c'est de ça que je faisais allusion. S'agissant de ce qui concerne la constitutionnalité, il y avait un peu une petite confusion que je voulais essayer un peu d'éclaircir, d'apporter de la lumière. C'est-à-dire l'accord coalition, c'est deux choses. Comprenez? L'accord dont on parle, FCC-CACH, il y avait déjà des accords, disons, avant même, parce que l'accord a commencé, j'ai entendu M. Jean-Marc Aboum dire que c'était un rapprochement idéologique, étant donné que si on voit le PPRD, c'est le parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Et de l'autre côté, le parti phare, c'est l'UDPS. Dans le CACH, c'est le parti phare, c'est l'UDPS, qui veut tout simplement dire l'union pour la démocratie et le progrès social. C'était un rapprochement idéologique sur la base de quoi? Sur la base de la démocratie. Ce sont des démocrates. De l'autre côté, ce sont des démocrates socialistes. À l'UDPS, de l'autre côté du PPRD, ce sont des démocrates. Vous comprenez? Donc c'est cette base-là qu'il a appuyée. Là, c'est l'accord en fait. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Marc Aboum qui est actuellement le président intérimaire
de l'UDPS, ce sont ses propos. Donc on voit bien que l'accord a commencé bien avant, le rapprochement entre les deux partis. Mais s'agissant de la coalition, j'insiste et je persiste, c'est parce que je n'ai pas la Constitution, j'arrive même, vous parlez même de l'article qui parle de la coalition. La coalition est bel et bien constitutionnelle. Et quand on dit que le président, on ne peut pas justifier pour dire que parce que le président n'a pas de majorité parlementaire, cela suppose que le président est le fils. Il n'a pas le plein pouvoir, ce n'est pas synonyme. On voit bien qu'aux États-Unis, Barack Obama a dirigé avec un congrès, lui qui était démocrate, avec un congrès qui avait la majorité de républicains. Et aujourd'hui, les républicains dirigent les États-Unis avec M. Donald Trump, qui n'a pas toujours souvent la majorité. Donc c'est vice-versa. Donc sa situation ne peut pas compliquer les gens en fait. Ça ne peut pas porter confusion. Donc c'est-à-dire que la coalition est une mesure constitutionnelle pour rapprocher les opinions, pour éviter le dysfonctionnement, de la confrontation institutionnelle qui peut paralyser le pays. C'est dangereux. Donc ce sont des mesures constitutionnelles. Donc là, je voulais apporter cette lumière. Mais je réintègre encore ma vision qui consistait à dire qu'il convient également de se questionner sur l'intention. L'intention, l'animus, l'élément, comme on dit en droit, l'élément spirituel, c'est-à-dire l'animus, l'intention qui est derrière certains, qui se cache derrière certains individus. Donc quand on dit les droits, il faut essayer de faire comprendre toutes les masses. Donc comme je le disais, tout dépend de l'intention qui pourrait se cacher. Nous sommes dans le conditionnel, mais je parle tout simplement de conditionnel, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir certaines intentions derrière la coalition par certains individus qui ne comprennent pas, parce que vous savez, d'autres personnes font la politique pour des prestations de services. Ils sont là pour s'enrichir, pour paupériser encore davantage la population. Moi, je parle de la population plus parce que je suis toujours à l'écoute de ma population et surtout de ma base politique qui se trouve présentement, qui m'appelle toujours présentement. Ils me regardent en République démocratique du Congo, à Kinshasa, partout en République démocratique du Congo, également en Matadi. Donc, c'est-à-dire que la paupérisation de la population, comme je dirais, l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est-à-dire que nous voyons des villas se construire avec l'argent des contribuables. Le peuple congolais ne fait que s'appauvrir. Il n'y a pas d'université dans certaines localités du pays, vous savez, l'insécurité continue toujours de persister. Donc c'est ça en fait, c'est que je déplore en fait. Il faut que les gens aient une conscience de la nation en fait. L'amour de la patrie, c'est important. D'où lors de ma vidéo que j'ai eu à faire, je parlais de la nécessité même d'insister sur des programmes d'amour à la patrie, c'est-à-dire du nationalisme au niveau même du secondaire. C'est très important parce qu'aujourd'hui nous avons des mafieux qui se disent politiciens, qui sont là pour exploiter la population et qui se retrouvent détournés des fonds colossaux qui sont censés servir. En parlant même au niveau de l'éducation, vous avez parlé du niveau de l'éducation. Souvent, on a tendance à voir, souvent dans les cours d'histoire, géographie, souvent les professeurs sont basés à apprendre les élèves l'histoire de Napoléon, l'histoire d'un certain George Washington, l'histoire, mais ils ignorent nos sources. C'est-à-dire qu'en un mot, on apprend plus ce qui est en dehors au lieu d'apprendre ce qui est dans notre pays. Justement, ce qui est là, c'est quoi? C'est l'aliénation. Aliénation, c'est-à-dire le ministre juste terminer mon propos, aliénation, c'est-à-dire être étranger à soi-même, c'est-à-dire qu'on veut nous apprendre ce qui est d'ailleurs. C'est même dans le même esprit, même du point de vue de droit, c'est-à-dire on veut colporter des concepts juridiques d'ailleurs. Justement, l'histoire du Congo n'a pas commencé en 1960, ni à l'époque coloniale, il y avait des empires, des royaumes et tout. C'est très important de citer sur ce point de vue. Donc, c'est-à-dire que la population va sanctionner encore. Le pouvoir qui est en place maintenant, s'il n'ajuste pas, s'il laisse la population va sanctionner.
la population va sanctionner encore ces pouvoirs parce que le pouvoir revient à la population. C'est les peuples qui ont le dernier mot. Donc je parle pour la population et je reste attaché à la population. Donc je n'ai pas des étiquettes politiques, je n'ai pas de partis politiques. Je suis là pour la population, défendre les intérêts du peuple. C'est ça mon point de vue, c'est ce que je pense en fait. Donc je continue à réaffirmer que la coalition est constitutionnelle. Le président de la République, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République, doit insister sur le contrôle, parce qu'il ne faut pas voir l'individu étant individu, il faut toujours méfier de l'individu, comme avait dit Montesquieu dans son livre concernant la séparation des pouvoirs. Il faut que par la nature des choses, le pouvoir contrôle le pouvoir. C'est-à-dire que l'homme par nature, là je parle sur le point de vue sociologique, l'homme par nature est exposé à des folies de pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes, comme moi par exemple, je peux bien parler, exalter les valeurs de la République, mais arrivé à un certain moment, l'homme peut être corrompu. Vous comprenez un peu? Donc le président de la République, je parle de l'institution, le président de la République, doit vraiment insister sur le contrôle, et le contrôle doit se faire mutuellement, que ce soit le Parlement, que ce soit toutes les institutions. Donc nous avons connu tellement de tristesse en République démocratique du Congo, la population en a marre. La population en a marre d'être tout le temps ostracisée par cette classe politique qui ne fait qu'asservir la population. Voilà ce que je pense de ma vision. Merci bien, Maître Bénéra. Vous avez quelque chose à ajouter au sujet du propos de M. Etienne Zouma? D'abord, je dirais que je voulais rentrer un peu en arrière. C'est pour dire tout simplement, dans l'esprit des législateurs, j'ai dit ceci. Nous ne pouvons pas exposer que non, il y a l'étalation de la Constitution par rapport à la coalition, les accords. On n'a pas bien déterminé cela dans la Constitution. Mais dans l'esprit du préambule, on sait que les animateurs futurs des institutions, ce sont des personnes organisées en partis politiques, en société civile ou d'une manière indépendante. À partir de cela, on réfléchit encore dans l'esprit des législateurs et que quand ces derniers vont gagner les institutions et qu'il s'agit de plateformes, ils arriveront peut-être à un esprit soit de cohabiter ou bien de coaliser. C'est que à ce moment-là, la Constitution vient accepter des accords pour nommer cohabitation ou coalition. Donc d'une manière explicite, c'est parfait. D'une manière implicite, c'est ce qui apporte maintenant la constitutionnalité des accords qui ont été faits. Puisque ce sont des arrangements privés qui sont faits en plateforme. Quand nous gagnerons, voilà ce que nous ferons. Alors pour éviter les antécédents institutionnels, c'est pour ça que nous disons en réalité que les accords sont constitutionnels sous le principe de la cohabitation ou de la coalition. Voilà, puisque je vous dis, il se peut que tôt ou tard, qu'il n'y ait plus de coalition, vous verrez, ça sera la Constitution qui va s'imposer sur tout ce que les gens se sont entendus. Mais bien sûr, nous affirmons tous, ça dépend de la gymnastique, cette fiction juridique que moi j'ai apportée. Si quelqu'un m'a compris, il peut quand même me dire, le maître s'est quand même défendu dans sa vision, et que j'ai parlé de l'explicité et de l'implicité. Et désormais, je vais parler encore concernant, on a cité le premier vice-président du Parlement, M. Jean Makaboun, avec tout le respect que je dois au cadre de l'UDPS. Je ne crois pas que le monsieur a des propos purement constitutionnels. D'abord, pour le moment, c'est un étudiant qui est en première graduat en droit à l'Université libre de Kinshasa, et nous avons déjà branlé depuis longtemps ce niveau-là. C'est un monsieur qui tâtonne. Chaque fois que le premier vice-président du Parlement, M. Jean Makaboun, parle, ce ne sont que des sottises juridiques. Il n'a pas des arguments pour essayer de nous apprendre, nous, les juristes. Nous ne sommes pas des extra-juristes, mais quand nous connaissons la matière, nous n'aimons pas quelqu'un qui vient dénier à notre faculté. Donc, je demanderai beaucoup plus à l'avenir que le monsieur puisse se taire, puisque chaque fois qu'il parle, ce sont des hérésies juridiques. Alors, j'irai sur le plan social. Nous savons qu'il y a eu une certaine mauvaise gouvernance avec les régimes précédents. On en souvient pas, telle que la problématique de justice, le contrôle avec l'autorité morale, Joseph Kabila Kabange, l'entourage du chef de l'État qui est parti. Oui, on n'en disconvient pas, chers compatriotes. Mais l'unique chose est que nous sommes beaucoup plus basés sur le social dont vous avez parlé. J'ai dit, il y a le principe de la continuité de l'État. Sauf l'imprescriptibilité des gens qui ont commis des bavures telles que détournement des deniers publics. Là, je pense que M. Chilombo, à son niveau, doit essayer d'activer la situation puisqu'il est le magistrat suprême de la République avec les procureurs pour essayer aussi, puisqu'il y a des infractions qui sont prescriptibles. C'est-à-dire qu'on peut facilement poursuivre la personne après l'écoulement de certains délais, mais il y a des infractions qui sont imprescriptibles. C'est-à-dire qu'on poursuivra toujours la personne, même s'il n'y a pas eu de déclenchement d'action publique. Dès qu'il y a un déclenchement d'action publique, on doit poursuivre les gens, tels que les milliards qui ont été détournés. Même avec les gens du FCC, ils sont poursuivables. Puisque il faut seulement apporter en droit ce qu'on appelle la preuve probante. Comme les Allemands disent, il faut une prévologie. C'est une science qui étudie les preuves.
Voilà un peu ce que je voulais ajouter pratiquement. Nous sommes tous dans le même diapason. Et sur le corps social, j'ai dit que, en tout cas, c'est le gouvernement actuel qui doit essayer de faire un effort. Sans oublier encore, je voulais dire ceci, il ne faut pas suprématiser le président de la République. Attention, il y a un principe qui dit le contre-pouvoir. Ça, c'est le droit constitutionnel tunisien. Le président de la République est le magistrat suprême de la République, mais il a une grande institution qui le contrepoids, et c'est le Parlement. Et ce Parlement, il y a deux chambres, la Chambre des sénateurs et la Chambre basse des députés nationaux. C'est pour cela que l'on peut voir, quand il y a par exemple le cas de destitution de l'État pour corruption, pour trahison, pour violation intentionnelle de la Constitution, on les remplace directement par le président du Sénat. C'est pour ça que tu vois même, il y a des tensions institutionnelles concernant cette situation. Est-ce que Tshisekedi va perdre? Non, on n'est pas derrière le président de la République. Mais ce sont des dispositions constitutionnelles qui font peur à toutes les institutions. Et je dirais encore, pour corriger M. Héritier, s'il vous plaît, c'est un homme intelligent, on a fait la licence ensemble à l'Université internationale d'Itigis, mais je vous dirais que le Parlement n'est pas responsable devant le président de la République. Et le Parlement n'est pas responsable devant le président de la République. Je le répète, devant tout juriste du monde entier. C'est le président de la République qui est responsable devant le Parlement. Non, mais et le Premier ministre est responsable devant le Parlement. C'est une institution légale qui élabore des lois, qui fait des motions de censure, qui font des motions de défiance, qui peut aussi, attention, la Cour constitutionnelle peut intervenir à un certain moment. La Cour constitutionnelle peut intervenir pour la construction des lois, mais vous verrez, la Cour constitutionnelle ne peut pas voter les lois. Elle va renvoyer l'affaire au Parlement. Dans le Parlement, je sens les gens de cash ont intention de toucher à la représentativité du peuple. Là, ça créera encore une situation catastrophique et qui démontre encore l'invertébrisme de ces gens. Donc, ce n'est pas dans le suite que j'ai dit. Quand on maîtrise le droit, on sait des gymnastiques. Donc, permettez-moi à ce sens-là. J'ai des négligences personnes, mais je voulais reprocher d'abord M. Jean Macaboun, sans mauvaise intention. De deux, je voulais dire qu'on ne donne pas la suprématie du Parlement, de la présidence, devant le Parlement. J'ai entendu un avocat de M. Tshisekedi. Il est en France. Il a parlé que M. Tango Mamba veut diminuer le pouvoir du président de la République. J'ai compris que non, ce monsieur-là a un problème de la maîtrise des institutions. Puisque normalement, l'esprit des législateurs, si on a créé le Parlement, c'est pour limiter le pouvoir du président de la République et du Premier ministre, du gouverneur. Donc quand il y a un problème, par exemple le gouverneur, il est interpellé devant l'Assemblée provinciale. C'est pour diminuer ses excès des ailes. Le président de la République, le Premier ministre, les ministres d'ailleurs, même dans l'ancien régime, les ministres corrompaient les députés. C'est plus qu'il y a une motion de censure de détournement, ils corrompent les députés pour être, je ne sais pas, blanchis en quelque sorte. Donc, c'est ça que je voulais dire. Donc, le Parlement, c'est la grande institution de la République, mais le Parlement aussi a ses limites vis-à-vis du président de la République. Mais je pense que la forte représentation du peuple dans les institutions, mon frère, c'est le Parlement. En fait, j'aime bien l'intervention de Maître Bendera, qui est un grand juriste aussi, il faut le signaler. Et juste par rapport à un point qu'il venait d'énumérer concernant, en fait, on a ignoré de justifier sur le fait qu'il y a plusieurs sortes de régimes. Il y a le régime parlementaire, il y a des régimes semi-parlementaires. Le président, c'est-à-dire que dans le régime parlementaire, le président, c'est-à-dire ce n'est pas le même fonctionnement des choses. Dans un régime semi-présidentiel, puisque le régime semi-présidentiel était un système qui était à l'époque de la dictature en France. Mais ce n'est pas la dictature en tant que telle, puisqu'il y a d'autres constitutionnalistes qui reprochent à ces régimes d'avoir des excès de pouvoir de la part du président de la République. Donc c'est discutable, les juristes, la doctrine en a fait des critiques. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le président ne peut être, disons, la personne du président de la République doit venir au Parlement pour s'expliquer. C'est vrai, ça c'est constitutionnel, tu vois, vous voyez. Et le président peut dissoudre le Parlement. Mais le Parlement, pour, je dirais, comment dirais-je, dans les régimes semi-présidentiels, dans les régimes parlementaires, c'est très facile. C'est très facile, les procédures sont faciles. Mais dans le régime, vous allez dans le système politique, dans le régime semi-présidentiel, on se trouve, dans le régime semi-présidentiel, le Parlement ne peut destituer le président de la République et dans des cas graves, trahison d'État, trahison de pays, de l'État. Donc ça, c'est des cas extrêmement graves. Donc les procédures de destitution du président de la République sont très compliquées dans le régime semi-présidentiel. Plutôt, voilà pourquoi le professeur Joly évoquait l'idée de réviser, c'est-à-dire de se pencher vers le régime
parlementaire qui est très usuel dans beaucoup de pays. Ça, c'est son idée à lui, mais Là, c'est son idée à lui. Constitutionnaliste. Et pour essayer un peu de diminuer le pouvoir du chef de l'État, parce que les constitutionnalistes reprochent à ce régime qui est utilisé aux États-Unis, les semi-présidentialistes, les semi-présidentiels, tu vois, d'avoir des excès du pouvoir de la part, vous voyez un peu. Donc c'est un peu compliqué que ça. Donc traiter un peu des choses avec plus de technicité. Donc voilà mon petit propos par rapport à ces petits points. Mais nous sommes dans presque la même vision. Je ne contredis pas Maître Bendera étant donné que c'est un grand juriste. Donc, bon, voilà, fidèle internaute. Monsieur, vous avez quelque chose à ajouter puisque... Bon, tout est clair. Tout est clair, on a compris. Le noir sur le blanc écrit dans la Constitution étant qu'une loi mère d'un pays. C'est lui qui organise tout sauf rien. Sauf rien, parce que c'est la Constitution. Après la Constitution, vous voyez deux lois, une décret-loi. Donc nous, aujourd'hui, nous avons mis un aide, parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on a compris la Constitution, c'est déjà. Et à chaque moment, il faut lire cette loi qui fait la force d'un pays. Donc tout est clair par rapport à ce que mon ami a dit, donc tout est clair. Tout est clair. Donc, voilà. Le Parlement, je pourrais ajouter aussi, le président de la République d'abord est autonome. Il est le magistrat suprême, partout, dans l'armée, dans la police, partout. Il est le numéro 1. Donc si aujourd'hui le président décide, il y a un état d'examination par rapport à une décision du président de la République, parce qu'il est autonome et il est aussi contrôlé par des instances parlementaires ou judiciaires. Donc, en fait, c'est ça. Voilà. Fidèles internautes, merci beaucoup d'être toujours branchés. Vous l'avez tous entendu. Donc, c'est de ça que nous sommes réunis aujourd'hui pour en parler. Donc, vos questions que vous m'avez transférées pour que je puisse les retransférer encore ici, chez les juristes. D'accord, merci beaucoup d'abord et je vais le faire tout de suite. Il s'agit bien, Monsieur Junior, il y a des téléspectateurs de la France, de Turquie, dont certains, je cite, Monsieur Randy Koupa, Monsieur Emery Senga, qui est le frère de Madame Gloria Senga, activiste du mouvement Vichy. Parmi ces questions, le monsieur a dit ceci, Monsieur Vital Kamere risque-t-elle le prison à vie pour détournement de fonds de la République? Et aussi une question pour l'arrestation de M. Monantier pour excitation à la haine tribale. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme réponse en tant que juriste international? Cette fois-ci, j'ai pu anticiper. Il n'y a pas de problème. Et Dieu m'aide à être un peu pragmatique, malgré que j'ai toujours eu des difficultés. Concernant la situation de M. Kamere, d'abord, c'est une situation judiciaire. Même si les gens peuvent dire la politique, ainsi de suite, l'externe pour le futur échéance électorale, non, le monsieur est dans la boue. Puisqu'il y a des preuves probantes avec la communication de certains magistrats au niveau de la République. Nous sommes à l'extérieur, mais nous voulons quand même être à la une pour ne pas apporter des informations fausses. Il n'est pas aussi important, ça ne fait pas la valeur d'un juriste. Mais c'est Kamere poursuivi. Je sais que de toute façon, quand il y avait mandat d'arrêt provisoire, on sous-entend directement en procédure pénale. C'est un cours qui nous a été dispensé par le professeur Zolbambi, qui disait tout simplement il y a la garde à vue, il y a la détention préventive, et à un certain moment, il y a des mandats d'arrêt provisoire. Le mandat d'arrêt provisoire, c'est fait quand il y a des indices de preuve. Les débuts de preuve, une charge. Et le magistrat est sûr et certain qu'il y a des indices trop forts du détournement, des crimes, de viol. Alors là, de toute façon, pour éviter d'abord, premièrement, le problème de la sécurité, même aussi la sécurité des délinquants quand il s'agit des hommes politiques. Puisque la personne aussi peut avoir été dans la corruption, dans les détournements des deniers publics avec tout un collégial. Si on les laisse dehors, il se peut qu'ils soient assassinés pour faire disparaître les preuves. Ça, c'est ce qu'on appelle le criminalistique. En quelque sorte, ça dépend du procureur qui instruit les dossiers. En quelque sorte, M. Vital Kamere a été cité dans plusieurs points, puisqu'il était le coordonnateur du chef de l'État, M. Chilombo. D'accord, on ne peut pas entrer dedans pour créer un débat. Est-ce que M. Chilombo ne connaît pas l'affaire? Moi, je dirais oui, il connaît, mais je m'étais, puisqu'on n'a pas de preuves, puisqu'un directeur de cabinet ne peut pas engager des actions tellement immenses sans que le président de la République soit au courant. Nous sommes des juristes, chez nous, on lâche la vérité. C'est ça notre don, c'est ça un vrai avocat. Mais concernant l'inculpé qui est devenu prévenu au niveau du tribunal, puisqu'il y a déjà la citation en audience, c'est-à-dire nous allons l'écouter dans le prochain échéance d'audience, ça dépend de la force maintenant du corps ou du conseil des avocats pour essayer de défendre leur client, M. Kamere.
Le prévenu Kamere dans le futur, je veux vous dire, je ne vois pas comment il va s'en sortir. Puisqu'il y a plusieurs preuves venant des banques, premièrement Robert a témoigné, la Banque centrale a témoigné, il y a plusieurs banques qui ont témoigné, la Fed Fondaire, donc parfois il y a des signatures réelles de M. Vital Kamerhe. Deuxièmement, on doit garder les silences, c'est bon. C'est bon, garder les silences puisqu'il y a des avocats. Mais c'est la force des avocats pour prouver les contraires. Mais je ne crois pas que M. Kamerhe sera acquitté. Avec toutes les informations que j'ai reçues, M. Kamerhe sera condamné. Alors il faut consulter maintenant le code pénal spécial. Ça dépendra maintenant du caractère du juge. Comment il va apprécier tout ça dépend du juge. Puisqu'on ne peut pas situer ce qu'il dit dans l'ordre. Puisque vous savez, aujourd'hui, les juristes ont un problème. Nous sommes trop seulement textuels. Mais nous, à l'étranger, dans le droit international, on nous a appris à ne pas être trop textuels. Il faut un raisonnement, des hypothèses. Vous verrez deux personnes qui ont commis le viol, mais ils n'ont pas été jugées de la même façon. Ça, c'est une affaire d'appréciation du juge. Mais pour dire que M. Kamerhe sera acquitté, j'ai dit c'est archi faux. Le monsieur est dans le banc, il a touché du bois dans le mauvais sens, il sera condamné. Mais je ne sais pas combien d'années lui seront. Alors, je ne sais pas s'il va dénoncer des gens, mais le monsieur, je réponds à madame que M. Kamerhe n'a pas le temps de s'en sortir. C'est d'abord, quand on l'a placé sous mandat d'arrêt provisoire, je me suis dit, le juge instructeur a assez de preuves. Il y a des indices forts qui ne peuvent pas faire en sorte que le président de l'INC puisse s'en sortir. Et même l'aspect politique. Voilà aussi un problème. Même s'il est populaire à Kivu, même s'il a des ninjas, d'où Alex, c'est l'ex. Le monsieur, en Corée du Sud, en Taïwan, ils sont dans le projet d'élaborer une loi pour détournement du deniers public. Bien sûr, la qualification qui sera donnée par les juges, je n'en disconviens pas, mais je vous dis, on a encore aggravé la sanction sur le détournement du deniers public. Puisque quand vous détournez les deniers publics, on sous-entend que vous avez déjà meurtri un peuple. Un peuple historiquement malheureux, la République démocratique du Congo, pendant que c'est un peuple riche, mais vous lui puisez encore le peu qu'il a, pendant que nous avons changé il y a tendance du pouvoir, puisqu'on a reproché l'ancien régime pour corruption, et vous êtes proche du chef de l'État, ce sont les mêmes bêtises qui reviennent. Nous pouvons ajouter beaucoup d'éléments qui vont tomber, qui vont surcharger le directeur du cabinet, puisqu'il n'a pas été remplacé, le directeur du cabinet du chef de l'État. Donc je réponds à madame que M. Kamerhe sera sanctionné, et ça peut être plus de 5 ans, ou même plus de 10 ans, puisqu'ils ont fait la sommation du montant, et on lui demandera aussi de rembourser une somme d'argent. Mais sans oublier, s'il arrive à dénoncer des gens, c'est un procès catastrophique de l'année. Voilà ce que je voulais dire. Monsieur Ndjouma, vous avez quelques objections aussi. Ouais, par rapport à notre compatriote, M. Vital Kamerhe, qui est un grand politicien de notre pays, nous rappelons en 2011 son parti politique, c'est-à-dire il était 3e dans le classement de la présidentielle des élections, c'est-à-dire qu'il y a une popularité qui est derrière lui, donc c'est un grand monsieur que, par respect, je le respecte étant que compatriote. Mais là, il s'agit d'une question judiciaire, c'est-à-dire qu'il y a eu détournement de fonds publics, c'est-à-dire censé concrétiser le programme de 100 jours. Catastrophique, je veux déclaré par le chef de l'État, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc il y a eu, étant que juriste, par curiosité intellectuelle, je me suis dit je dois quand même essayer de faire des recherches indépendantes pour essayer de savoir. J'ai eu à consulter ce qui était la déclaration de ces avocats. Ces avocats parlent du principe de continuité de l'État. C'est-à-dire que le Vital Kamerhe s'est trouvé dans une situation où il y avait déjà des contrats signés par les anciens ministres du gouvernement précédent. Et lui n'a fait que par continuité de l'État. Et lui, oui, des signatures. Là, ce ne sont pas mes propos, c'est les propos de son avocat. Donc là, moi, je ne peux pas dire le droit, c'est les pouvoirs, les juges donnent un jugement en âme et conscience, c'est-à-dire du point de vue de droit, c'est le juge qui va décider. Mais je pense que le fait que le procureur général en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, puisse déclarer, comme on dit, son arrestation, c'est-à-dire qu'il y a eu des pièces à conviction, et les indices, il y avait des indices pour signaler qu'on ne peut pas le laisser en liberté, comme vient de dire le juriste Bendera. Donc il ne pouvait pas être en liberté, étant donné qu'il y a parfois, il peut orchestrer, c'est-à-dire il peut éliminer les éléments matériels, comme on dit en droit pénal.
c'est-à-dire il doit être arrêté pour la continuité de l'instruction. Là maintenant, le procureur a remis, les juges d'instruction a déjà tout finalisé, l'instruction a pris fin, donc nous allons assister, il y aura bel et bien procès, donc nous allons attendre le jugement, mais je suis un peu sceptique qu'il ne sera pas condamné. Je pense qu'il sera condamné pour ces crimes, puisque ce sont des crimes économiques. Quand on dit crime économique, c'est quelque chose que d'autres personnes n'arrivent pas vraiment à comprendre, surtout le prolétariat. C'est-à-dire crime économique, c'est-à-dire que l'argent du contribuable. C'est-à-dire moi, Congolais, j'ai contribué mon argent par des taxes, par l'impôt, et un individu s'est accaparé de cet argent. C'est un crime grave pour un pays. Donc ces derniers, je pense que si les juges a à sa possession tous les éléments matériels pour justifier ces détournements, je pense que la justice doit faire son travail. Donc je suis clair sur ce point. Monsieur Prosper, qu'est-ce que vous pouvez... Oui, merci monsieur le journaliste. Il est clair. Il y a un adage qui dit en droit, d'abord la liberté est un principe. Le juge est souverain, il a statué. Le maître aux arrêts, M. Félix Tshisekedi, pour 2 raisons juridiques. Nous ne pouvons pas entrer là-dessus, mais tant qu'un juriste, nous pouvons survoler les dossiers pour dire que les juges a bel et bien jugé de mettre aux arrêts M. Vital Kamerhe, qui est directeur du cabinet du chef de l'État. Donc, le directeur du cabinet du chef de l'État, c'est la personne qui voit le président de la République à chaque minute, à chaque seconde, à chaque moment. Donc il n'est pas comme un ministre, il n'est pas comme un gouverneur qui voit un président par mois 1 ou 2 fois. Mais le directeur du cabinet, c'est une personne. À chaque moment, avant que le président entre, il y a le directeur qui doit surveiller le bureau. Le bras droit. Oui, le bras droit du président, direct. La personne directe a parlé avec le président. Bon, c'est la question que M. Junior a dit. Si lui, il a argumenté par rapport à lui que oui, le président est au courant de toutes ces signatures émanant de son directeur de cabinet, moi je ne commande pas, je ne sais pas. C'est là, nous laissons l'affaire au juge. Mais ce que je veux dire, c'est que le juge doit satisfaire ce peuple congolais qui attend d'un état de droit en République démocratique du Congo, comme l'a dit le président de la République. Ce qui me fait très mal, alors qu'on a des juristes éminents, alors que nous avons de grands professeurs de droit, de grands avocats aujourd'hui, de grands professeurs sur l'échelle internationale, je peux citer l'Université de Liège ou Harvard, ou un peu partout en Belgique et en France. Mais étonnant qu'aujourd'hui le président de la République recourt à un avocat étranger pour son côté, c'est vraiment très choquant, de ma part aussi. J'étais vraiment très choqué de voir cette publication. Un avocat étranger, c'est pas Camerounais ou qui vient auprès du président. Alors qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo a de professeurs excellents dans tout le domaine. Nous avons pu à faire les universités au Congo. Je vous citerai l'exemple du professeur Luzolo Bamile, un bon professeur, un bon professeur qui m'a donné la procédure pénale. C'est un bon professeur. Vous voyez, alors que je peux citer en passant, M. Kabila a travaillé avec ces gens. Mais aujourd'hui, très choquant de voir un président, notre président, de recourir à un avocat étranger, je ne sais pas pourquoi. Ce sont des raisons personnelles. Mais ce que je peux dire au dossier Kamerhe, nous attendons que ces juges du parquet disent le droit. Parce que c'est en matière pénale, il y a infraction de blanchiment d'argent, détournement de fonds publics. Cet argent que Kamerhe, soi-disant, a volé n'est pas l'argent du président de la République, mais c'est l'argent de toute une nation. Donc Kamerhe face à la nation, face à nous Congolais. Donc c'est ce que nous attendons, être satisfaits au dernier mot du juge. Parce que c'est le juge émanant d'une prison. Je ne pense pas qu'il n'y a pas une peine là-dessus d'une prison à vie. Il va écouler des 10 à 20 ans de prison et forcer à rembourser cet argent. C'est ce que nous attendons, étant que Congolais, étant que, comme mon ami a dit, l'argent du contribuable, nous payons des impôts. Et quand l'argent sort pour des travaux publics, le peuple attend un bon résultat. Aujourd'hui, le boulevard Lumumba, à côté Massina, est bloqué. Dernièrement, nous avons vu des vidéos. Oui, le peuple s'est soulevé pour un saut de mouton inachevé, alors que
il y a des embouteillages terribles. Un ami qui est descendu de Kinshasa, récemment, il m'a dit qu'il a quitté l'aéroport à 3h pour arriver à la maison à 9h du matin. Et l'embouteillage, c'est de 3h à 9h, je vous assure. Donc c'est vraiment étonnant et nous demandons aux juges du parquet de statuer sur le fait, parce qu'ils émanent du pouvoir juridique. Donc satisfaire le peuple qui attend l'état de droit, comme l'a dit le président de la République dans une interview, que tu sois mon ami, que tu sois un ami de l'école, un ami d'enfance, Boloko. Donc le Boloko que nous attendons. Et si aussi le président de la République se retrouve dans cette affaire qui va à M. Peter Kamel, nous demandons aussi Boloko pour lui. Parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Aujourd'hui, il a commencé par le directeur du cabinet. Et nous attendons aussi, je peux dire, il y a une très longue chaîne. Il n'y a pas que Kamel, il y a une très longue chaîne, même de ses prédécesseurs. Nous attendons aussi le Boloko qu'il a dit, et un état de droit soit instauré dans le pays. Merci beaucoup. Voilà, chers internautes. Mais avant de clôturer, Maître Bendera, on pourrait parler un peu sur l'arrestation de M. Némoanatieli pour... les fameux, c'est l'homme de succès. Incitation à la haine tribale et tout. Donc, nous avons tous vu des vidéos circulées sur le net, l'arrestation de M. Némoanatieli. Mais le plus honteux, le plus déplorable, c'est de voir la police congolaise en train de piller sa maison. Nous avons tous vu sur le net la police congolaise en train de transporter des sacs de semoule, des sacs. Je ne sais pas. Ça ne date pas d'aujourd'hui, vous le savez. Ce sont des grands escrocs. Notre police doit être aussi redynamisée. Nous avons beaucoup de choses à faire au pays et nous avons une charge, ça vous le savez. Oui, mais malgré la famine, mais est-ce que la mission était de piller? Tout le monde n'est pas stoïcien. Si toi tu supportes la famine, supposons que le monsieur dit, bon, par exemple, qu'il perd de biens précieux sur lui. Est-ce que tu aurais cru au niveau du gouvernement, vu que lui aussi, il fut dépité? Bon, chers compatriotes, M. Vini, nous ne sommes pas à bout de souffle, mais nous sommes obligés d'être à bout du souffle. Ce sont toujours des procédures judiciaires. Je dirais, M. Némoanatieli, premièrement, c'est honorable, puisqu'on m'a appris hier qu'on n'a pas encore levé l'immunité. Ce qui a trouvé, ça nous met encore dans une situation controverse. Depuis la période de Joseph Kabila Kabange, Némoanatieli est toujours député national. Et on ne sait pas sous quel fondement il a été arrêté dans la première arrestation qui s'est faite avec M. le général Kanyama, je crois. Peut-être qu'ils ont levé une mesure d'exception suite tout simplement à la vague des adeptes. Parce que le gouvernement qui est en place a toujours peur d'une pression politique qui est accompagnée d'une masse. Ça, c'est l'aspect sociologique. Mais M. Némoanatieli, je dirais deux aspects. Premièrement, le premier aspect, le monsieur a totalement raison, puisque normalement, on doit payer son argent. Puisque M. Bemba a été rémunéré. Il ne faut pas seulement avoir peur de commissaire, permettez-moi les termes, pour minimiser quelqu'un qui parle beaucoup et qui ne veut pas utiliser le gang. Puisque le gang a été fait dans la ville de Kinshasa. Moi j'étais en Afrique du Sud, où il y a eu des mitrailles dans la ville de Kinshasa entre Bemba et Joseph. Et monsieur l'homme ici a un acte d'indicats, tout ça, ces invocations spiritus, dont même Vital Kamere, ils vont se rencontrer là-bas, on ne sait pas, avait eu peur que Némoanatieli puisse le voir, les regarder à la télé. C'est la cinématographie de notre politique, alors ça nous fait du bien parfois. Alors, le problème avec M. Némoanatieli, il a besoin de ses honoraires, ça c'est vraiment normal, on doit lui payer son argent, puisque c'est un député, à preuve du contraire, nous sommes des juristes, on n'a pas toute la connaissance, c'est aux juges instructeurs qui doivent nous informer, et quand vous êtes avocat, vous savez comment vous allez contre-attaquer l'illustration des allégations du juge instructeur. Il doit être récompensé et aussi de remettre son argent. Là, M. Némoanatieli a 100% raison. Deuxièmement, les dénonciations dans le cadre politique sur l'injustice au Congo central, il a totalement raison. Là, je le soutiens puisqu'il doit revendiquer. Il doit revendiquer puisque d'abord, c'est un homme politique. Il était député, élu. Franchement, élu, on a dit qu'il a bâti campagne, il a fait beaucoup de voix dans son congrès, dans son fief politique. Alors, c'est une personnalité à respecter. Mais nous passons, puisque ce sont des faits qui arrivent, nous passons la situation de Némoanatieli. Permettez-moi, les amis du Congo central, nous sommes des compatriotes, mais il y a une grande affaire qu'il faut saisir. Dans tous les cours de droit, nous avons ce qu'on appelle la forme et le fond. Nous avons les vices des procédures. Vous savez, quand il y a vices des procédures, parfois, on peut vous remettre dans vos droits, mais vous subissez la peine. Parfois, si votre vice a entravé la société, on peut soit vous refuser même votre vice de procédure,
et même votre liberté. Donc les droits, c'est pour ça qu'on dit le terme dur à l'ex, c'est de l'ex, c'est-à-dire la loi est dure, mais c'est la loi. Vous pouvez faire l'escroquerie, vous pouvez faire des viols, vous pouvez faire tout ce que vous faites. Mais quand la justice va se charger de vous et que la sanction est prononcée, d'ailleurs, remarquez seulement le comportement du délinquant quand il est seulement détenu en prison, quelque part, même s'il s'agit des mandats d'arrêt ou d'une garde à vue, vous verrez la psychologie du délinquant changer. Puisque là, maintenant, c'est la loi qui frappe, puisque c'est un pouvoir qui vient de Dieu. C'est pour ça que nous, les juristes, nous sommes des maîtres de la terre. Ce n'est pas par orgueil, c'est plus que nous pouvons rendre quelqu'un psychopathe par la sanction. Donc, en réalité, M. Monantemi est victime des vices. M. Monantemi, ce n'est pas seulement l'initiation à la haine tribale. Et sans compter aussi, je ne vais pas trop parler, j'ai parlé aussi de M. Kungwa Kumanza, je ne peux pas les rater, puisque ce sont les mêmes gens qui sont dans la même lignée de comportement. Et le vice de procédure de M. Monantemi, c'est ça qu'il a cloué. Il a totalement raison, mais comment agir? C'est ça la question. Comment revendiquer? Pas contre une personne, même contre une personne, vous serez toujours saisi par la justice. Admettons, monsieur Vini, vous m'avez insulté, moi je viens, je vous donne un coup de poing. Monsieur, je serai appréhendé par la justice pour coups et blessures. La justice n'a pas besoin de savoir que monsieur Vini avait insulté Maître Abedera. Voilà, donc le vice de procédure pèse sur la revendication que vous faites. C'est là qu'il y a cloué le nez Monantemi. Deuxièmement, il y a une cumul d'infractions. Ça, c'est le droit pénal général. Je me rappelle qu'à Akele, il y a un professeur aussi, j'ai oublié le nom, il est handicap, mais non très fort, il est docteur. Il m'a enseigné, il a dit, il y a la catégorie des infractions. Et dans ces catégories d'infractions, il y a chaque sanction qui a une spécificité. Mais il y a aussi d'autres personnes, il peut commettre plusieurs infractions à la fois. Bien sûr, ça dépendra de la prestation du juge, mais là, il s'agit du pénal. On peut soit faire la sommation ou chercher la sanction la plus grave à appliquer sur vous. Donc, on a sélectionné parmi les infractions de M. Monantemi. Monantemi, premièrement, il a ce qu'on appelle intimidation spirituelle. Pendant qu'il ne sait pas que nous, en droit congolais, bien sûr, il y a l'intervention du droit coutumier, on n'a pas peur des intimidations. Mais parfois, c'est des gens qui sont faibles. Il dit, il va envoyer des oïs, des choses comme ça aux gens. Vous voyez? C'est de l'intimidation. Vous voyez? C'est un délit en droit pénal général. Deuxièmement, il y a aussi la problématique d'outrage, bien spécifiée, des insultes contre les autorités. Troisièmement, être accompagné des milices qui ont des armes blanches. La police, toute armée dans une société, quand quelqu'un a déjà une munition, une petite munition, qui peut effrayer l'autre, c'est déjà une arme blanche. La milice de Monantemi affronte parfois la police. Ce n'est pas la population, c'est une milice sous forme d'adeptes. Donc il y a cumul de fonctions de M. Monantemi. Donc il est appréhendé par la justice, le monsieur, je ne sais pas sous quel ordre. La mesure de clémence présidentielle, point d'interrogation, hypothèse. Mesure de grâce présidentielle, point d'interrogation. L'intervention du Parlement pour leur ancien parlementaire, on ne sait pas. Mais M. Monantemi est poursuivable et doit être sanctionné par la loi, puisque d'abord, la plus grave des choses, il trouble l'ordre public. Dans sa résidence, il y a des témoins aux alentours de la maison de Monantemi qui disent que depuis qu'il est ici, nous sommes emmerdés. La police descend dans le lieu à chaque instant, il crée des mouvements à chaque instant, il peut y avoir des revendications, mais l'autre gens. Donc, l'affaire de Monantemi, il a raison, mais il a perdu raison. Mais je crois qu'étant un homme politique, il y a aussi ces serments à venir. Souvenez-vous quand même de la qualité d'une personne. Souvenez-vous aussi du bien d'une personne pour atténuer la peine. Là, je rentre dans les pro-arca et les catéminaires. Donc, chaque personne a un statut que quand vous allez penser à sa vie, au bienfait, à son statut, vous atténuez la peine. Mais la loi reste là sur lui comme un revolver. Vous voyez, c'est ça. Mais il faut voir les cas juste consultation par consultation. Donc, M. Monantemi, on doit quand même lui apporter certaines faveurs, mais on doit frapper. Comme il a toujours eu à frapper, la loi va maintenant lui frapper. Merci, monsieur. Monsieur, ce que vous pouvez dire Ouais, c'est comme il vient de dire, moi je dirais, à mon avis, donc comme j'aime toujours le dire, un intellectuel c'est un médecin de la société. Je dois voir la chose sur plusieurs aspects, c'est-à-dire sur le plan juridique. Il a commis ce qu'on appelle des délits, c'est-à-dire il a incité à la violence, parce que moi je vais me limiter sur ce point-là. Il a quand même utilisé une procédure qui n'est pas légale. Il n'a pas utilisé une procédure. Il fait peur aux gens, c'est dangereux. Ce sont des Africains. J'ai des choses à reprocher, c'est-à-dire qu'il a quand même utilisé une mauvaise procédure. Il y a une vice de procédure, vous voyez. Et de l'autre côté, moi, je ne veux pas m'entourer sur sa personne physique, parce que la personne, je vais entrer sur le point de vue sociologique, je ne veux pas m'entourer de cette personne physique, puisque lui, il peut partir, il y a peut-être son idée
sera toujours, en fait, comme on dit, les hommes passent, mais les institutions restent. Moi, je dirais les hommes passent, mais les idées restent. Voyez-vous? Moi, je suis quelqu'un, je connais un peu de près la population de la RDC. Vous savez, surtout dans des régions, la situation à Kinshasa, dans la capitale, n'est pas pareille dans les provinces. La perception de la population de réalité politique de la République démocratique du Congo n'est pas pareille à Kinshasa que dans d'autres régions. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'aspect sociologique est très important. Son discours, on peut bien beau dire que vice de procédure, oui. Ça, tout homme doté de raison, il doit être poursuivi pour des délits. Il y a une vice de procédure. Est-ce que l'arrêter, l'incarcérer, est une réponse à éteindre le feu, c'est-à-dire arrêter la continuité de ces discours qui, je ne sais pas si vous êtes journaliste, c'est sûrement vous le savez, il y a une grande partie de la population dans le Congo central qui a ces discours-là. Si on arrête le monde entier, on le condamne comme on veut, selon les règles et tout, après lui, il y a encore cette idée qui va persister, c'est-à-dire l'idée va persister tant que l'injustice dans sa province d'origine va persister. Vous comprenez? D'où la nécessité, l'intellectuel doit toujours voir des choses dans le profond. Vous pouvez avoir quelques idées au sujet des injustices? Les injustices, par exemple, ce n'est pas mes propos, c'est les propos de l'ancien Premier ministre qui a parlé à la télévision nationale, qui a dit que la province, nous le savons, le Congo central n'est pas la province la plus riche en termes de ressources naturelles, il y a des Katanga, il y a des Kivu et tout, mais dans le trésor public de l'État, la province du Congo central est la province qui fait entrer plus de l'argent. Départ, l'électricité qui est produite dans quasiment toute l'Afrique centrale vient de Linga. Si notre pays n'est pas enclavé, c'est par leur province, c'est-à-dire qu'il y a l'ouverture à la mer, et également il y a le pétrole de Mwanda. Arrivé à Mwanda, qui est une ville pétrolière, vous allez vous imaginer que c'est la ville pétrolière la plus pauvre au monde, la pauvreté extrême. La population vit dans des situations tellement difficiles qu'il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de bonnes choses là-bas. Donc la population subit l'injustice. Tandis que nous avons étudié en droit international, il y a ce qu'on appelle la paye pollueur. Paye pollueur, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des pays qui exploitent le pétrole. C'est-à-dire par exemple à Mwanda, on exploite le pétrole et il y a des gaz des effets de serre. Et ces gaz-là ont des répercussions sur les enfants. Donc des pays qui exploitent, notamment Perenco, qui est une grande société américaine qui exploite dans la zone, qui normalement paye l'argent à l'État congolais, des millions, on est en termes de millions de dollars, mais la population locale reste toujours ostracisée. Et pensez-vous que le discours de mandataire n'aura pas sa puissance aux yeux de cette population-là? Le discours de mandataire aura toujours cette puissance, étant donné qu'il y a de l'injustice. Et lorsqu'on quitte l'aspect appauvrissement, dans les institutions publiques basées dans sa province, il n'y a pas de représentativité des autochtones. Cette situation est grave. Nous sommes en République démocratique du Congo. Lorsqu'on n'aime pas le tribalisme, ne créons pas des conditions qui vont toujours pérenniser le tribalisme. Vous voyez mon raisonnement intellectuel. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas figé sur la personne de Lemon Ansemi. J'analyse son discours. Il a parlé de ses émolutions. C'est tout à fait, il a son droit. Il a parlé de ses émolutions. En tant que député, il doit avoir son argent. Un ancien rebelle qui est devenu vice-président, Jean-Pierre Bemba, un ancien rebelle qui a été poursuivi pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité et qui a été condamné pour comment on appelle, usurpation de témoins et qui rentre en République démocratique du Congo, on lui paye tout son argent. Mais un ancien honorable qui n'a jamais commis des crimes de guerre, reconnu à la communauté internationale ou à des institutions, malgré, on peut lui reprocher quelques bavures, comme on le dit, et il n'a pas été récompensé pour son argent. En plus de cela, il demande à ce que la représentativité nationale, comme stipulé dans la Constitution, soit effective. C'est-à-dire quoi? Je suis Katangé,
je suis Kivoussien, je suis du Bandundu, je dois me retrouver. D'abord chez moi. Il faut que je sois représenté d'abord chez moi, localement. C'est-à-dire les autochtones ne se retrouvent pas au sommet des grandes entreprises. Il a parlé des PDG. C'est quelque chose qui est... Ces discours-là, vous êtes peut-être causé avec les gens qui sont en Kinshasa, partez à Matadi, à Boma, à Mwanda, ces discours-là ont de l'efficacité aux yeux de ces gens-là. Donc cette personne, on peut l'arrêter, on peut les condamner par rapport à ses bavures, mais et si on privilégie les dialogues dès le début, quand il a commencé ses vidéos, payer ses émoluments, payer ce qu'il demande, examiner, on ne peut pas l'écouter à 100%, il a aussi ses défauts, examiner ce qu'il dit, je ne pense pas qu'on serait arrivé là-bas. Vous comprenez un peu sa façon de revendiquer. Justement, nous sommes tout en posant des actes de vandalisme. Justement, j'ai parlé des vices des procédures. Vous comprenez, j'ai parlé des vices des procédures, c'est-à-dire la manière de faire, on est critique là-dessus. Mais, et si on privilégiait, au lieu de se figer sur cette question, on privilégiait les dialogues. Vous êtes à Kinshasa, peut-être que vous n'avez pas trop de... Essayez de contacter des gens qui sont au Congo central. Il y a cette haine que ça va déclencher, vous comprenez? Il y a cette haine tribale que ça va déclencher. Or, d'après des statistiques vérifiées, c'est moi qui l'ai dit, faire des recherches, le Congo central est l'une des provinces où il y a la représentativité, disons, il y a la présence des pluriethniques. Les gens, les autochtones vivent en parfaite harmonie avec les gens d'ailleurs. Il n'y a pas de tension tribale, mais il y a cette idée de paupérisation et d'ostracisation de la population qui règne. Le discours a inefficacité dans cette province. Donc, l'arrêter, c'est une réponse pour instaurer, au nom de l'état de droit, c'est une très bonne chose. Les condamner, au nom de l'état, c'est une très bonne chose. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que ces discours ne puissent pas avoir d'effet? Là, on parle maintenant, je rentre dans la notion juridique. J'ai énuméré l'aspect social. Pourquoi il y a parfois, dans certains cas, la mesure de grâce présidentielle? Est-ce que les gens qui bénéficient de la grâce présidentielle sont des gens qui sont au-dessus de la loi? Non. Les juristes, ce n'est pas des juridistes. Le juridisme, ça consiste à lire une loi comme la Bible. C'est-à-dire, il faut revenir aussi dans l'aspect, le but du droit, c'est le bien-être. Lorsque les populations se mettent les uns contre les autres, ce n'est pas une bonne chose. Nous voulons un Congo uni, comme a déclaré nos pères fondateurs. Je vois Patrice Emery Lumumba, je vois Kasavubu, ainsi que nos héros tels que Laurent Désiré Kabila. Donc, moi, à mon avis, je suis contre la manière de faire la procédure. Je suis contre cette procédure de faire, je suis contre. Ouais. Mais je pense en contrepartie, je pense qu'il y a une co-responsabilité de la part de l'État. L'État est également responsable de ces choses-là qui se sont déroulées. Parce que si l'État, non seulement n'a pas écouté ces derniers par rapport à son droit qu'il réclamait, il a eu à faire des vidéos avant de passer à la violence. Il a dit une chose, il a dit lors de ces vidéos que l'État congolais n'écoute que par la violence. Vous comprenez? C'est-à-dire que je ne l'encourage pas par rapport à ce qu'il a fait. Moi, je suis totalement contre. Si j'étais dans son mouvement ou bien j'étais son conseiller, j'allais le conseiller de ne pas agir comme ça. Mais et si, de l'autre côté de l'État, on essayait d'examiner ces dires, on n'en serait pas arrivé là. Nous sommes dans un pays très fragile. Les Occidentaux nous regardent, ils nous observent. Les sociétés secrètes sont toujours en République démocratique du Congo. Ils essaient toujours de voir les interstices de la loi et également des instruments pouvant diviser les Congolais. Et donc dans ce genre de choses, les ennemis de la République démocratique du Congo peuvent profiter de cette situation parce que, je vous dis très clairement, quand on a arrêté les Monatiemi dans toute la province du Congo central, il y a eu des larmes aux yeux. Il y a eu ce sentiment de haine, il y a eu ce sentiment de se sentir lésé, parce que c'est le seul leader politique. Il a tribalisé la province. C'est le seul leader politique de cette communauté à pouvoir s'exprimer pour les intérêts. Parce que tous les leaders politiques de cette région sont toujours là à faire des mariages incestueux avec la paupérisation, c'est-à-dire la population trouve en lui un certain leadership. Donc moi, je suis libre d'exprimer mes points de vue. Je ne veux pas que tout le monde soit d'accord avec moi. Ce n'est pas la parole de l'évangile, c'est ce que je suis en train de dire, mais juste que essayons de questionner, pas seulement que pour les Monatiemi, pour tous les revendicateurs nationaux à travers la République démocratique du Congo.
Ne nous limitons pas à voir, n'attendons pas. Je vous donne un cas précis. Par exemple, maintenant, s'il y a un individu qui réclame son droit à la télé, l'État congolais va s'en foutre. Mais lorsque cet individu va franchir une étape supérieure, c'est-à-dire la violence, c'est à ce moment-là, on va dire, il est violent. C'est lui qui veut tuer son chien, l'accuse d'avoir la rage. Je dis, je vous remercie. Tant que nous serons toujours là à attendre à ce que la violence vienne pour accuser son chien d'avoir la rage, le problème va persister. On est à Kinshasa, on a dit que selon la décentralisation du pouvoir, la rétrocession, vous savez que la rétrocession dans la province du Congo central n'existe pas, ce n'est que sur les trucs. C'est-à-dire on peut se réveiller, un responsable de l'exécutif peut rentrer. Je suis en train de parler en guise de cause. Un responsable de l'exécutif peut rentrer et ramasse de l'argent, s'en va. J'ai des preuves si vous le voulez. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça crée dans la population? Moi, la personne de mon entier ne m'intéresse pas. Les idées, tant qu'on n'aura pas créé les conditions pour éviter le tribalisme, nous aurons toujours assisté au tribalisme. Mais je le répète encore, je réitère encore, je suis contre la procédure et je suis contre la manière de faire. Je pense que c'est mon opinion personnelle. Merci beaucoup, M. Tienzouman. Nous avons tous suivi M. Tienzouman. Nous passons la parole à M. Prosper Okoko, mais juste pour clôturer, qu'est-ce que vous pouvez nous ajouter un tout petit peu pour clôturer notre émission Diaspora Politique? Oui, merci, monsieur le journaliste. Par rapport au dossier de Mondatim, c'est d'abord quelqu'un, je l'encourage beaucoup, mais il faut savoir aussi la manière de faire les choses. D'abord, ça ne date pas d'aujourd'hui, de 2020, où les Mondatim réclament ses honoraires étant qu'honorables, étant que serviteurs d'un peuple. Et c'est le gouvernement ou les dirigeants attendaient ligne de force ou ligne d'autres façons pour intervenir. Et pour moi, je n'ai rien à commenter. Juste, si on essayait de dialoguer avec lui, de trouver un terrain d'attente, comme on l'a dit, et de trouver qu'est-ce qui ne va pas, de répondre à ses préoccupations, je pense que tout ira mieux. Par rapport à la violence faite par la police, je pense que le général Kassongo est l'une de personnes qui peut placer la responsabilité, parce que ce sont ces gens qui ont pillé après l'arrestation de l'honorable, la maison de l'honorable. Je pense que la personne à poursuivre pour la restriction de biens d'autrui, c'est le général, parce qu'après l'arrestation, nous avons vu des policiers piller la maison, alors que ce n'était pas prévu dans le mandat d'arrêt. Bon, il faut savoir aussi de cause, pourquoi il est poursuivi, parce que jusqu'à là, je me suis toujours posé cette question, pourquoi? Mais de quoi la justice reproche à l'honorable? Je ne sais pas, par là, je ne veux rien commenter. Je veux juste dire que c'est déplorable de voir la police nationale congolaise de piller la maison ou de faire des actes de vandalisme. On peut dire ça. Donc je suis vraiment très contre ça et l'arrestation de l'honorable doit beaucoup parler, surtout que les autorités, le président de la République s'implique d'abord lui-même, de dialoguer avec cet homme et de savoir qu'est-ce qu'il fait et de trouver un terrain d'attente. C'est la meilleure façon de faire, c'est ça. Merci. Voilà, merci beaucoup chers internautes. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Diaspora Politique. Donc nous pouvons laisser un tout petit parole à M. Junior Bendera ou soit quelqu'un a quelque chose à ajouter. Ouais, juste que j'ai aimé l'intervention de mon frère avec toute honnêteté intellectuelle sur ce point de vue. Moi je suis ni du mouvement de l'honorable de Mohamed Semi, mais je veux juste que les gens essayent de réfléchir un peu plus loin. Voilà. Donc là, je remercie l'équipe technique, également mon frère Jordan Zumambou qui m'accompagne par mes missions politiques. Je remercie toute la population, je vous aime beaucoup, je vous porte au cœur. Merci beaucoup, Maître Bendera. Vous voulez quelque chose ajouter, quelques remerciements, salutations? Je suis ravi d'abord pour Wallet TV, la diaspora politique. Je crois que nous allons aussi mettre notre main-d'œuvre pour l'évolution de ces émissions, puisque c'est une grande opportunité pour nous de nous exprimer loin de notre pays, plus de 8000 km, afin que les gens puissent se sentir proches de nous aussi. Je remercie
mes confrères juristes, j'ai remercié l'équipe technique de One TV, les Alicolo, et Makassi et Komesu Makassi. Nous allons mettre du sérieux, mais seulement que nous voulons que la justice de notre pays puisse s'appliquer, la politique soit apaisée, et surtout nous qui aspirons le demain de notre République, puisque moi j'ai toujours considéré la RDC comme un paradis terrestre. Alors nous devons être... Merci beaucoup à toute ton équipe, merci à vous pour la considération quand on vous donne une invitation, c'est-à-dire qu'on vous considère. Merci pour la considération et à tous ceux qui vont nous suivre. Merci à... C'est une chaîne, le nom c'est quoi? One Télévision. Et je demanderai à tous ceux qui